bienvenue tout le monde au nom de l'Institut Santé Société. J'en suis la directrice, avec moi Kate Bouchard, qui est la coordonnatrice et l'âme de l'Institut, en fait. Et nos quatre conférencières qui vont venir nous parler. Et c'est fort opportun. On avait planifié ce panel, comme plusieurs d'entre vous le savez, on avait déjà fait un premier panel sur le système de santé au Québec. Et maintenant, c'est un... Excusez-moi, j'ai fait une manipulation que je n'aurais pas dû faire. On avait déjà organisé un premier panel et on s'est dit, ben, ce serait bien maintenant, on avait parlé beaucoup, d'ailleurs, un de nos conférenciers qui était là au premier panel est avec nous aujourd'hui. Bienvenue, André-Pierre. Et on s'est dit, ben, si on allait voir du côté des solutions, et je dois vous dire que j'ai été interpellée en particulier par une lettre ouverte que Nathalie avait écrite avec une collègue sur, ben, il y en a plein des solutions, on n'arrête pas de présenter des solutions. Ce serait juste le fun qu'elles soient mises en place. Bon, c'est mon interprétation du texte. C'est beaucoup plus solidement documenté que ce que je viens de vous dire. Mais on a Nathalie avec nous ce matin pour justement nous en parler. Et on a aussi deux autres conférencières. Si vous me permettez, parce que j'ai toujours peur de dire des bêtises, je vais lire un petit peu quelques mots sur ces personnes sur lesquelles il y avait beaucoup plus à dire. Donc, Jennifer Philogène est infirmière clinicienne avec plusieurs années d'expérience en soins intensifs et en enseignement clinique. Elle a récemment quitté le chevet du système public et milite pour les infirmières du Québec au sein de l'Alliance pour les infirmières et infirmiers noirs du Canada. Elle offre également des services de tutorat et de mentorat et elle fait maintenant des soins infirmiers à travers le pays. Je suis désolée pour le son derrière moi. On a aussi avec nous Anne Plourde, qui est chercheuse postdoctorale à l'Université York et à l'IRIS. Et elle est détentrice d'un doctorat en sciences politiques de notre université ici. Et ses domaines de recherche portent sur les rapports entre le capitalisme, l'État et les politiques sociales. Puis elle s'intéresse particulièrement aux politiques de santé, à l'histoire des CLSC et aux réformes récentes dans le réseau de la santé et des services sociaux. Elle est l'autrice de l'ouvrage Le capitalisme, c'est mauvais pour la santé, que je vous recommande. Nathalie Steg-Doucet est une activiste infirmière de longue date. Elle est docteur en sciences infirmières. Elle s'intéresse aux structures sociopolitiques des hôpitaux, à leur rôle dans l'organisation et à la coordination du travail infirmier au chevet des patients. Et elle est également porte-parole de l'Association québécoise des infirmières et infirmiers. Mesdames, bienvenue. Merci encore d'avoir accepté d'être parmi nous. Donc, entre nous, on s'est dit que Nathalie prendrait la parole la première et sans plus tarder, je fais d'abord peut-être les petites consignes d'usage. Les conférencières vont chacune faire une présentation. Ensuite, on va pouvoir discuter entre nous. Au moment de la discussion, je vais vous inviter à ouvrir vos caméras parce que c'est plus sympathique de se parler et ce sera le principe de lever la main, puis je vais donner la parole aux personnes et puis je reviendrai là, sur les consignes pour la prise de parole à ce moment-là. Bonne conférence tout le monde. Nathalie? Bonjour, donc ça me fait très plaisir de briser la glace aujourd'hui. Merci beaucoup à l'Institut Santé et Société de nous avoir invités aujourd'hui. C'est toujours intéressant de parler du système de santé, surtout du point de vue des acteurs du milieu, les infirmières, les ergothérapeutes, les médecins, préposés aux bénéficiaires, etc., etc. Donc, je pense la référence à la lettre ce qu'on parlait de la lettre, c'était une lettre qui est sortie il y a plusieurs mois, que j'avais rédigée avec des collègues, justement sur l'importance des solutions qui existent en santé. Donc, moi, ce que je vais vous présenter ici aujourd'hui, c'est plusieurs éléments, mais mon objectif principal, c'est de déboulonner un peu le mythe de la fatalité qu'on nous fait, qu'on essaye désespérément de nous faire gober année après année au Québec, que le réseau de la santé va si mal parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est comme ça. Et donc, il n'y a pas vraiment d'autres options. On peut essayer de faire des
du patchage par-ci, par-là, mais il n'y a pas vraiment de solution à long terme à l'intérieur d'un réseau public. Donc ça, c'est pas du tout vrai qu'on parle de temps supplémentaire obligatoire ou qu'on parle d'accès aux soins, qu'on parle de développement de la première ligne, qu'on parle d'investissement dans la première ligne. Il y a énormément de données probantes sur le sujet, sur comment développer, fonder, structurer un système de santé publique qui est performant, qui est accessible, qui répond aux besoins de la santé de la population et qui retient son personnel, notamment son personnel infirmier. Donc, cette espèce de mythologie qu'on s'est érigée au Québec sur le fait que le réseau de la santé et des services sociaux est comme un peu un champ de guerre où on rentre pour se battre et que ça va toujours être difficile. Et qu'on a entendu à travers la bouche de plusieurs politiciens, pas juste en temps de pandémie. Évidemment, ce discours-là, ce champ lexical de guerre, de guerrière, d'ange gardien, etc., a été beaucoup exacerbé par la pandémie, mais ça fait longtemps qu'on entend ça. On se souvient, M. Couillard, là, en 2015 ou 16, je pense, avait mentionné à un moment donné que, justement sur la question des infirmières, que on allait toujours exiger le maximum des infirmières dans le réseau et qu'on ne pouvait pas vraiment faire plus que ce qui était fait en ce moment. Et il ne faudrait surtout pas que les infirmières s'habituent à avoir des journées de travail normales parce que c'est pas de même que ça fonctionne, le réseau de la santé au Québec. Donc, tout d'abord, les solutions, comme qui a déjà été mentionné, il y en a plein. C'est un peu frustrant pour beaucoup d'infirmières. Ça a été très frustrant aussi pour moi au début de ma carrière d'activiste infirmière de me faire constamment demander « Oui, mais sont où les solutions? Il n'y a pas de solution. Tout ce que vous proposez, c'est utopique, alors que ce n'est pas du tout le cas. » Il y a vraiment un mythe. Là. Moi, j'appelle ça une mythologie parce que c'est vraiment des mythes qui sont perpétués génération après génération au Québec, à l'intérieur même du réseau de la santé, mais aussi au niveau politique, pour nous faire croire qu'il n'y a pas grand-chose à faire et que même s'il y avait des solutions, elles sont irréalistes parce que ça coûterait trop cher, etc., etc. Et encore une fois, ce n'est pas du tout le cas. Donc, il y a beaucoup d'exemples concrets sur le terrain qui ont été faits. Si on regarde les exemples les plus récents, il y a un projet pilote qui a été développé par des infirmières de l'urgence à l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Je sais pas si, je pense que c'est un hôpital de Baie-Saint-Paul. Je ne sais pas si le nom de l'hôpital c'est Baie-Saint-Paul, mais dans cette région-là, là, dans Charlevoix, l'urgence était censée fermer carrément parce qu'il n'y avait pas assez d'effectifs infirmiers particulièrement. Et donc, au lieu de juste décider de fermer, un projet pilote qui a été lancé par des chercheurs en collaboration avec les infirmières sur le terrain sur comment réorganiser l'organisation des horaires. Donc, l'organisation des horaires a essentiellement été complètement mise dans les mains des infirmières du terrain pour qu'elles s'organisent entre elles pour faire un horaire et l'urgence est encore ouverte aujourd'hui, là, presque 1 an et demi, je pense, post-début du projet. Les problèmes dans le réseau ne sont pas liés à ce qui se passe sur le terrain. Donc, c'est important à mentionner ça. On parle beaucoup de vieillissement de la population, on parle beaucoup de pénurie infirmière. Donc, la manière dont, surtout les politiciens, mais aussi les gestionnaires en santé, beaucoup de personnes du réseau de la santé, la façon dont ils et elles parlent du réseau, ils identifient des problèmes de façon à ce que ça nous fait croire que les enjeux sont vraiment plus sur le terrain qu'ailleurs. Donc, il manque d'infirmières, les personnes vieillissent et donc ont besoin de plus de soins, etc. Ça encore, c'est des mythes. Oui, il y a un vieillissement de la population, mais on a aussi le vieillissement de la population, c'est normal. C'est quelque chose de prévisible qu'on peut anticiper. Et en ce moment, au Québec, on choisit de ne rien faire par rapport à ça. Donc, encore une fois, c'est lié à des choix politiques, des choix au niveau de la gestion. Sur la pénurie d'infirmières, ça, c'est mon cheval de bataille depuis des années. Il n'y a pas de pénurie d'infirmières au Québec. C'est important de regarder les données probantes là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui y croient vraiment pas. Donc ça, encore, ça fait 20 ans qu'on perpétue ce mythe-là qui manque d'infirmières et c'est donc malheureusement, tristement pour ça, on n'a pas le choix d'imposer du temps supplémentaire obligatoire aux infirmières qui restent parce qu'il n'y en a juste pas assez. Donc ça, c'est absolument pas vrai. Si on regarde les chiffres concrets, le Québec n'a jamais eu autant d'infirmières qu'on a aujourd'hui. Donc, on a des sommets historiques du nombre d'infirmières au Québec.
Deuxièmement, on n'a aussi jamais eu autant d'infirmières au Québec qui travaillent à temps plein. Donc, on est rendu à 64 des infirmières du réseau qui travaillent à temps plein. C'est de loin le plus haut pourcentage qu'on a jamais eu. Donc, plutôt que de réfléchir aux enjeux du problème de santé comme si c'était quelque chose qui se dégrade au niveau des effectifs infirmiers, par exemple, au contraire, on augmente le nombre d'infirmières et on augmente le nombre d'infirmières à temps plein. Donc, il est où l'enjeu? Vu qu'on a tant d'infirmières au Québec, c'est que ce qui manque, la pénurie, c'est au niveau des conditions de travail qui sont acceptables, qui ne vont pas ruiner notre santé, qui ne vont pas ruiner notre santé physique et mentale. Et donc, c'est vraiment des enjeux de gestion. La gestion, c'est une science en soi, c'est une discipline académique. Et au Québec, comme beaucoup d'endroits, le Québec n'est pas nécessairement unique là-dedans, on a beaucoup de difficultés à intégrer des normes, si on veut, ou des meilleures pratiques de rétention et d'attractivité du personnel. Donc, on l'a vu à plusieurs reprises, la pandémie, ça a été assez flagrant, malgré le fait qu'on était sur les premières lignes, qu'on était confronté au virus à chaque jour, qu'on risquait de l'attraper, qu'on travaillait dans des conditions extrêmement difficiles. Ça a pris des mois et des mois et des mois avant d'avoir des primes de risque associées à notre travail. Alors que si on regarde d'autres moments là, où il y a eu des catastrophes naturelles au Québec, comme par exemple la crise de verglas, des jobs plus traditionnellement masculins comme les pompiers, les policiers, tout de suite, on leur payait en triple pour le temps supplémentaire. Il y avait des primes à n'en plus finir, ce qui est bon, c'est correct, c'est normal, ça fait partie de mesures de rétention qui sont mises en place en temps de crise, comme qu'on aurait dû faire pour les infirmières en ce moment en pleine pandémie mondiale. Donc, les infirmières elles-mêmes, depuis des années, souscrivent à beaucoup des mythes que je vous explique aujourd'hui, particulièrement celui sur l'enjeu du temps supplémentaire obligatoire, parce que les infirmières largement individualisent beaucoup des problèmes de structure du réseau. Donc, on est beaucoup porté à se culpabiliser nous-mêmes pour des problèmes, dans le fond, qui ne relèvent pas de nous, de nos compétences, mais qui relèvent vraiment de la structure du réseau, comme par exemple s'il manque du personnel une journée sur notre unité de soins. Le manque de personnel, c'est vraiment un enjeu de gestion. C'est un enjeu il y a beaucoup de personnes dans le réseau de la santé qui sont engagées pour gérer les horaires, la liste de rappels, toutes sortes d'administrateurs. Donc, si quelqu'un call malade, le premier réflexe, ça ne devrait pas être d'imposer du temps supplémentaire obligatoire à un autre infirmière. Ça devrait être, il y a beaucoup de niveaux de gouvernance dans le réseau qui devraient pouvoir intervenir, comme la liste de rappel, etc., pour trouver quelqu'un d'autre pour remplacer. Donc, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On pèle vers l'avant et une fois qu'on est rendu sur le terrain, sur les soins, on ne peut plus pelleter en avant. Donc, tous les problèmes se ramassent là, des problèmes de gestion, des problèmes technologiques, tous les problèmes structuraux qui peuvent exister dans le réseau se ramassent là et on finit par en parler comme si c'était un problème du terrain, alors que ce n'est pas du tout. Donc, si on regarde si on est capable de concevoir les enjeux dans le réseau de la santé comme des enjeux de gestion, des enjeux politiques, ça devient beaucoup plus simple et réaliste d'envisager des solutions durables aux problèmes qu'on voit en ce moment. Si on pense simplement des mesures de rétention là, assez basiques, la rétention, l'attractivité du personnel, c'est des concepts vraiment de base là, en théorie du management, en gestion. C'est pas quelque chose d'utopique ou irréaliste. Si on regarde, par exemple, des mesures de conciliation travail-famille, si on regarde le profil démographique des infirmières, l'âge moyen des infirmières de 42 ans et 90 des infirmières sont des femmes. Donc, on parle beaucoup de personnes qui ont beaucoup de responsabilités familiales, qui ont des enfants en bas âge. Donc, pourquoi est-ce que c'est si difficile d'intégrer des mesures de conciliation travail-famille dans le réseau de la santé? Il y a plusieurs milieux qui ont commencé à le faire. Si on regarde à l'hôpital de La Salle, par exemple, qui a transformé le temps plein. Donc, une infirmière qui travaille à temps plein travaille 4 jours semaine, donc fait 12 heures en ligne et ensuite a 5 jours de congé. Et donc ça finit par vouloir dire qu'elle ne va pas nécessairement travailler à toutes les 2 fins de semaine. Et ça a permis une bien meilleure rétention des infirmières de l'unité. Je pense que c'est en obstétrique qui ont fait ça. C'est le même principe aussi qu'il y a en Ontario. Donc, le temps plein vient avec beaucoup plus d'avantages sociaux, mais avec une beaucoup plus grande flexibilité des horaires également.
ce qui permet beaucoup, beaucoup plus grande rétention du personnel infirmier parce qu'ils sont capables de s'organiser une vie à l'extérieur du travail. Alors qu'au Québec, on exige des infirmières qu'elles ne fassent rien d'autre que le travail, un peu comme si on était encore des bonnes sœurs qui habitaient à l'hôpital 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est évidemment pas le cas. Finalement, je voulais juste parler des enjeux de structure, là, parce que le temps passe tellement vite, je pourrais en parler pendant des heures. C'est important de considérer, c'est une chose auquel on réfléchit beaucoup à l'AQI, l'Association québécoise des infirmières et infirmières, depuis plusieurs années maintenant. La génération actuelle d'infirmières comme Jennifer et moi, on n'a pas vécu les transformations massives du réseau de la santé des années 60-70, l'assurance hospitalisation, la création des CLSC, des choses comme ça. Donc, nous, on travaille beaucoup à l'intérieur de la structure publique du réseau et on travaille beaucoup à améliorer les structures existantes. Maintenant, ce que je trouve inspirant de parler avec des infirmières qui ont vécu ces changements des années 60-70, comme des personnes comme Lauren Gay, par exemple, des infirmières qui ont contribué à la fondation de la clinique communautaire Pointe-Saint-Charles, c'est qu'on peut appuyer le principe d'un réseau public tout en travaillant à créer des nouvelles structures pour le réseau. Parce que les structures actuelles du réseau ne vont pas très bien. Et on n'est pas non plus... Il faut arrêter aussi de se mettre le poids du réseau sur les épaules. Donc, si je regarde des initiatives comme la clinique SABZA à Québec, qui a été développée par une infirmière praticienne spécialisée, Isabelle Taitu, sur le terrain, qui a travaillé des années et des années à vraiment monter cette clinique-là, une clinique qui est une coopérative, mais qui vient, ça fait juste quelques années qu'elle a finalement été intégrée au réseau public. Donc, ça a été une bataille de plus de 10 ans là, pour dire cette clinique-là, elle a une raison d'être, elle est importante et on veut qu'elle soit intégrée dans le réseau public. Parce qu'en ce moment, les infirmières, les seuls qui ont le droit vraiment de créer des structures dans le réseau public, c'est les médecins. Donc, si on regarde les GMF, les UMF, la grande majorité des GMF au Québec sont privés, mais sont financés par des fonds publics. Les infirmières n'ont pas le droit de créer des nouvelles structures comme ça en recevant du financement du réseau public. Ni aucun autre professionnel de travailleurs sociaux, ergothérapeutes, etc., alors qu'on a énormément besoin de ces services-là. Si on peut juste penser à des services d'orthophonie, par exemple, de travail social, de psychoéducateurs, d'éducateurs spécialisés, c'est des besoins qui sont réels, qui sont très intenses, mais qui doivent toujours passer à travers un médecin, soit une clinique privée, style GMF, ou à travers le milieu hospitalier. Donc, de plus en plus, on a des infirmières en ce moment qui se tournent vers les agences. Les agences sont un problème dans le réseau. Il n'y assure pas nécessairement la continuité des soins, ce n'est pas nécessairement fait pour le bien public. Par contre, je pense que c'est le début d'une réflexion plus large des infirmières du réseau pour dire la structure du réseau essaye de nous détruire en ce moment. On se sent très lésés par le réseau. Moi, à chaque jour, j'entends des infirmières qui démissionnent, qui disent soit je démissionne, soit j'y laissais ma peau. Donc, la première option, c'est les agences, mais je pense qu'on va voir beaucoup dans les prochaines années des nouvelles initiatives, des développements de structures infirmières et autres qui vont pousser puis mettre la pression sur le réseau public pour améliorer et transformer les structures du réseau lui-même. Donc, voilà. Merci beaucoup. Désolée, je pense que j'ai dépassé un petit peu mon temps. Mais ça me fait toujours plaisir de parler de ces enjeux-là. Merci. Oups. Merci beaucoup, Nathalie. C'est très informatif, je dirais. Et à la fois porteur d'espoir, puisque ça montre qu'il y a des solutions. Et je pense qu'on va en entendre parler encore un peu plus et peut-être de manière un peu plus micro, si j'ai compris, par Jennifer, à qui je donne maintenant la parole. Donc, bonjour et merci de me recevoir. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est compléter ce que Nathalie vient tout simplement de dire. Donc, j'ai juste pris quelques points parce qu'il y a certaines choses importantes, selon moi, qui doivent être adressées. Donc, sur le point du fait qu'il n'y a jamais eu autant d'infirmières à temps plein. Donc, je vais y aller avec ma perspective, mon point de vue et mon expérience. Donc, j'ai commencé à travailler comme infirmière en 2014. Je venais de finir mon DEC, donc ma technique. Et lorsque moi, j'ai commencé, les seuls postes qui étaient offerts, c'était des 4 quinzaines maximum et très rarement des 7 quinzaines. Donc,
en grande majorité, on recevait des 4 quinzaines. Moi, je me suis retrouvée avec un 4 quinzaines au départ, mais je devais donner des disponibilités, par contre, jusqu'à 7 quinzaines. Étant donné que moi, je recommençais l'école, j'ai donné cette quinzaine avec condition que je retourne à l'école en septembre. J'ai commencé à travailler au mois de juin, étant donné que j'allais commencer mon baccalauréat à l'Université McGill. Et au cours de mon baccalauréat, à la fin de la première année, donc presque un an plus tard après avoir commencé à travailler comme infirmière, il y a eu une ouverture de postes. Donc, c'est à ce moment-là que le gouvernement affichait, on avait dit, on ouvre plus de postes, on s'assure qu'il y ait des meilleures conditions, de l'accessibilité à des meilleurs horaires. Donc, il y avait une ouverture de postes de jour. J'avais très peu d'expérience, mais je m'étais dit, je vais appliquer. Je travaille de soir, je trouvais ça difficile avec l'école, finir le dimanche soir et dans le temps d'arriver chez moi, il est 1 h du matin. Je commence l'école à 8 h, je vais jusqu'au centre-ville. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Donc, j'ai appliqué. J'ai eu le poste malgré que j'étais la 21e sur la liste. Tout le monde avait désisté. Et puis, donc, j'ai eu le poste environ au mois d'avril. J'ai commencé à travailler tout de suite après l'école au mois de mai et on m'annonce fin juillet qu'il y a l'abolition de mon poste. Donc, il y a eu une création de poste pour avoir une abolition de poste. Donc, ici, déjà là, on voit qu'il y a une dépense d'argent inutile et on essaie de réorganiser le tout. Donc là, on m'offre des postes, mais c'était soit que je retourne de soir, ce qui pour moi était impossible parce que je trouvais ça trop dur avec la conciliation école et travail, ou sinon, je trouvais un autre poste qui était vacant dans le temps, c'était des C3S, donc dans C3S. Plusieurs postes vacants qui étaient en CHSLD. Puis juste pour vous dire, je travaillais à l'hôpital, donc en médecine chirurgie. Donc, on parlait de CHSLD, principalement des postes d'assistante. Donc, pour moi, je n'étais pas habilitée, je venais juste de sortir de l'école. Je n'avais même pas encore 1 an d'expérience travaillée. Donc, pour moi, c'était un nom complet. Et puis, quelques postes comme par exemple à l'urgence et aux soins intensifs. Puis finalement, je me suis lancée dans les soins intensifs depuis, c'est mon dada, puis c'est vraiment ce que j'aime. Mais ici, on voit déjà une problématique juste dans la création de faux postes pour finalement les abolir. Donc, le gouvernement annonce une ouverture de postes pour essayer d'attirer plus d'infirmières, combler les trous pour finalement que l'administration finisse par abolir ses propres postes. Puis, on se retrouve par la suite avec le fait qu'on se retrouve encore avec des temps supplémentaires obligatoires, puis on oublie que c'est bien beau de dire qu'on doit s'habituer à ce genre de situation-ci, mais quelle en est de notre capacité intellectuelle, physique, parce qu'après ça, c'est non seulement notre propre permis, mais notre conscience aussi, mais aussi la sécurité des patients. Donc, c'est quelque chose qui est souvent très, très, très négligé. Souvent, on nous dit que, bon, on devrait s'habituer, puis que c'est tout à fait normal, qu'il y a des policiers qui font des longues heures, mais on oublie aussi que nous, on est directement auprès du patient. Même si un médecin peut faire des longues heures par jour, mais les actions ne sont pas nécessairement directement auprès du patient. Donc, il y a des actes continuels qu'on fait auprès des patients qui peuvent coûter la vie d'un patient. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête. J'ai l'impression que c'est toujours oublié parce que dans leur tête, c'est les médecins, dans la tête de tout le monde, c'est les médecins qui prennent la décision, puis que c'est eux qui créent s'il y a des erreurs, c'est grave, mais ça vient de leur part. Mais on oublie que pourtant, quand il y a une erreur qui se produit, puis que nous, on ne s'est pas rendu compte, ça tombe sur nous. Donc, je crois que c'est quelque chose d'important à garder en tête. Et ça, c'est une situation aussi personnelle qui m'est arrivée. Avant de quitter justement le chevet du patient, on m'avait dit, je faisais des temps supplémentaires à chaque fin de semaine. Donc, sur ma fin de semaine travaillée, je faisais 16 heures le samedi, je rentrais le dimanche matin, je retournais chez moi, je rentrais la nuit de dimanche à lundi. Donc, puis ça, c'était pour aider. Je savais qu'avec la pandémie, c'était difficile. Je m'étais dit, je vais donner le plus que je peux. Surtout que j'enseignais en même temps. Je m'étais dit, si je peux combler la fin de semaine, parce qu'on avait des problèmes de personnel à la fin de semaine, mais pourquoi pas? Donc, mais il y a une fin de semaine, ça ne me tentait pas. Je ne voulais pas rester un samedi. Je n'ai pas donné de disponibilité pour un temps supplémentaire. La coordonnatrice vient me voir. Non, il faut que tu restes en PSO. J'ai dit, mais pourquoi ça doit être moi? Moi, je suis toujours là toutes les fins de semaine. Puis là, elle me dit, non, il faut absolument que tu restes. Cette journée-là, je ne me sentais pas bien. Et j'étais prête à partir. J'ai dit, je m'excuse, mais il y a suffisamment d'infirmières pour couvrir le nombre de patients en ce moment. Il n'y avait pas de lit, malheureusement, pour transférer un patient qui était de médecine.
Puis j'ai dit que c'était pas mon problème, c'était un problème de gestion de vie à ce moment-là. Et j'ai dit que j'allais quitter, puis si elle voulait, moi, j'étais prête à partir aussi puis à démissionner sur le champ. Parce que ça, je trouvais ça vraiment inacceptable, que ça faisait 3 mois que je fais des temps supplémentaires à n'en plus finir. Et puis là, maintenant que je veux une seule fin de semaine de congé, on m'oblige à rester. Il faut garder aussi en perspective qu'on regarde toujours aussi les infirmières qui ont moins d'expérience ou qui ont moins d'ancienneté, qui n'ont pas d'enfants. Donc, il y avait plein d'autres infirmières, mais c'est moi, bien entendu, parce que moi, je n'ai pas d'enfants, parce que je suis celle qui a le moins d'ancienneté. Et c'est une situation qui perdure et qui devient de plus en plus normalisée durant la pandémie. Donc, j'ai entendu des histoires d'horreur, se retrouver à faire du temps supplémentaire à chaque 3 jours, c'est pas réaliste. Hein. Je veux dire, des nouvelles infirmières qui sortent de l'école, c'est pas quelque chose de réaliste. Qui m'amène avec la problématique de la gestion des horaires. Donc, même avant la pandémie, on avait une grosse problématique de gestion d'horaires. Je n'ai jamais vraiment compris d'où venait la problématique, mais se retrouver, par exemple, une journée avec un surplus de personnel, mais le lendemain avec un manque de personnel, c'était quelque chose qui était très aberrant. Puis souvent, on ne s'en rendait pas nécessairement compte. Ce n'est pas notre rôle d'aller regarder les horaires, mais à un moment donné, souvent, on essayait de déplacer, mais en même temps, ce n'est pas de notre devoir de s'occuper de regarder les horaires. Donc, on a des systèmes informatiques, mais on dirait qu'il y a des problématiques et pourtant, ces systèmes, on a de la technologie qui existe aujourd'hui. Donc, il faudrait travailler sur justement cette technologie qui existe pour avoir une meilleure gestion des horaires. Parce qu'il y avait plusieurs personnes à temps partiel, plusieurs personnes peuvent être déplacées au cours de la semaine. Donc, ça, c'était vraiment une grosse problématique avant la pandémie. Après la pandémie, il y a eu vraiment une perte de rétention de personnel, beaucoup de personnes qui s'en vont. Donc, à ce moment-là, la situation s'est tout simplement aggravée par la suite. Donc, on se retrouvait avec 25% du personnel qui était de nuit présent et il fallait trouver des gens pour faire du temps supplémentaire. Souvent, les grands boss refusaient les agences parce que ça coûtait trop cher, puis attendaient dernière minute pour qu'on ait accès aux agences qui démontrent encore plus la problématique de nos effectifs, de la bonne gestion de nos effectifs. Et j'ai aussi eu l'expérience de travailler au CUSUM. Donc, j'ai travaillé au Général de Montréal et les 12 heures étaient présentes, comme Nathalie a mentionné. Et il y avait énormément de flexibilité dans mon horaire. Énormément. Donc, je décidais littéralement quelle journée je travaillais, si je voulais travailler la fin de semaine. Et le fait qu'on avait cette flexibilité-là, on voit tout le monde, comment chaque personne se met disponible. Et ça permet tout simplement d'être plus ouvert. Ah, ben laisse-moi rajouter une journée ici, il manque du monde. Donc, on se retrouve avec plus grande flexibilité. Il m'arrivait de ne pas travailler pendant 6 fins de semaine de suite. C'était plus facile pour moi aussi. Si je voulais avoir une semaine de congé, je faisais tous mes corps de travail dans une semaine. La semaine d'après, j'avais congé, je pouvais partir en voyage si je voulais, sans problématique, sans brimer non plus la capacité le manque de personnel, parce que tout le monde voyait l'horaire de tout le monde, donc c'était possible de, entre nous, s'arranger et avoir un horaire qui était décent. Bien entendu, je sais que Nathalie a mentionné que dans les autres provinces, c'est quelque chose qui se fait. Et effectivement, pour avoir aussi de l'expérience en Colombie-Britannique, c'est très rare qu'on se retrouve avec un grand manque de personnel. Même chose en Ontario. Donc, je crois que c'est une solution. Je sais que c'est une solution qui n'est pas toujours appréciée de tous, mais je crois que pour certaines unités, particulièrement qui sont en manque de personnel, c'est une solution au moins à court terme pour régler la situation et essayer d'attirer plus de personnes. Je sais que beaucoup de personnes préféraient être moins souvent au travail, donc éviter d'être 5 jours semaine au travail lorsqu'on est à temps plein, ça fait déjà toute une différence dans sa semaine. On a plus de temps à la maison, plus de conciliation famille-travail aussi. Donc, c'est tout à fait une solution qui est tout à fait plausible et réaliste sur le plancher pour l'avoir expérimenté. Ensuite, je voulais aussi comparer avec les possibilités qu'une infirmière peut... En fait, on néglige beaucoup les capacités d'une infirmière. Et en négligeant les capacités d'une infirmière, premièrement, ça diminue l'attraction vers la profession.
Et deuxièmement, ça fait que les gens ont moins d'intérêt à augmenter leurs études et permettent justement à réorganiser les soins au sein du système de santé. Donc, si je compare avec les États-Unis, bien entendu, les États-Unis ont leurs problèmes, bien entendu, mais je pense qu'on peut quand même s'inspirer des bons côtés du système. Et les infirmières ont toutes sortes de spécialités inimaginables à tous les niveaux, ce qui permet justement d'avoir une plus grande ouverture de cliniques, par exemple, comme Nathalie a mentionné un peu plus tôt. Et je crois que, par exemple, si il y a des infirmières dans tous les domaines, j'ai regardé des programmes, si on regarde au niveau de l'infirmière praticienne et même au niveau du doctorat, il y a tellement de possibilités dans tous les domaines, que ce soit en médecine familiale, au niveau de la pédiatrie, que ce soit au niveau de l'anesthésie, etc. C'est vraiment des choses qui pourraient permettre justement d'avoir un système beaucoup plus balancé. Donc, je crois que c'est une chose qui peut être très intéressante. Il y a des infirmières qui sont spécialisées aux soins intensifs, qui font des interventions, tout comme certaines interventions médicales. Elles ont le droit de le faire. Elles ne sont pas toujours supervisées. Il y a certaines techniques qui peuvent être très bien faites par une infirmière. Donc, je crois que c'est beaucoup de solutions qui peuvent aider à rendre la profession beaucoup plus attirante et retenir beaucoup plus de personnel. Merci beaucoup, Jennifer. En tout cas, ça vient un peu nous chercher de voir comment ça se passe aussi concrètement pour une personne, pour des personnes, et d'avoir un exemple de ce que ça fait pour vrai dans la vie des gens et de l'impact que ça peut avoir sur la qualité des soins finalement, qui ne repose plus sur la compétence des personnes, mais sur l'épuisement que l'on génère dans le système. C'est qu'on va maintenant entendre Anne nous parler à un autre niveau des problématiques que l'on retrouve dans ce système-là et d'autres pistes de solutions aussi. Alors, Anne. Merci beaucoup, Joanne. Merci aussi pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci aussi à mes deux copanélistes. C'était très intéressant de vous entendre puis de pouvoir partir de vos présentations, de votre expérience, de votre expertise sur le terrain. Moi, je vais vous partager un PowerPoint. Ce ne sera pas très long. Vous voyez bien les diapos? Oui. Oui? Parfait. Donc, on est invité à parler de solutions aujourd'hui. Donc, je vais aborder certaines solutions d'un point de vue peut-être un peu plus théorique. Puis aussi, on va se poser la question, mais qu'est-ce qui explique que ces solutions-là ne soient pas mises en œuvre? Nathalie et Jennifer ont apporté des éléments de réponse assez intéressants sur ça. Je vais peut-être avoir une perspective un peu complémentaire par rapport à la leur. Une première chose que je voudrais peut-être ramener, c'est l'idée que si on a besoin de réfléchir aux solutions en ce moment, on est dans une conjoncture particulière. Hein? On est dans une conjoncture où tout le monde convient qu'on doit trouver des solutions. Même notre gouvernement est dans cette posture-là de trouver des solutions avec son plan de refondation là, qui vient d'être proposé la semaine dernière. Une des raisons pour ça, c'est évidemment la pandémie qui a rendu un peu incontournable les problèmes du réseau qui étaient déjà là bien avant, depuis longtemps. Mais là, c'est devenu très évident qu'on ne peut pas continuer comme on l'a fait dans les dernières décennies. On doit nécessairement apporter des transformations. J'ai mis une citation. On a fait face à la crise avec un réseau qui était lui-même en crise. Ça, c'est la citation d'une travailleuse sociale là, à qui j'avais discuté là, en pleine première vague de la pandémie. Et effectivement, le réseau, quand la pandémie est arrivée, était déjà
extrêmement fragilisé par 40 ans de réformes néolibérales, de réformes capitalistes qui ont grandement fragilisé notre réseau. Donc, il y a la pandémie, mais la pandémie qui continue d'être un peu à l'avant-plan de l'actualité, cache une autre crise sanitaire qui nous pend au bout du nez, qui est celle de la crise climatique. Il ne faut pas oublier que la crise climatique qui est en déroulement déjà en ce moment, selon l'Organisation mondiale de la santé, ça représente la plus grande menace à la santé dans le monde au 21e siècle. Puis dans cette perspective-là, la pandémie, en fait, ça peut un peu être considéré comme la répétition générale de la crise sanitaire qui nous attend s'il n'y a rien qui est fait pour prévenir les pires conséquences des changements climatiques. Donc, les difficultés qu'on a rencontrées pendant la pandémie, les problèmes qui ont été mis en lumière, s'ils ne sont pas réglés, c'est au même type de problème qu'on va se retrouver confronté dans les prochaines années avec la pandémie. Donc, on va se poser deux questions. Premièrement, c'est quoi les solutions qui existent? Je vais passer un peu plus rapidement là-dessus parce que Nathalie et Jennifer ont déjà évoqué certains éléments. Puis je pense que c'est important de se poser la question, pourquoi on ne les applique pas, ces solutions-là? Donc, les solutions, je parle des avenues d'une vraie refondation du système de santé parce que ce que le gouvernement nous propose en ce moment, on ne peut pas véritablement parler d'une refondation du réseau. Là. Je dirais qu'on est plus dans more of the same ou sur les éléments de changement plus intéressants qui sont là dans le plan de refondation. Il n'y a pas de moyens qui sont réellement déployés pour arriver à les concrétiser, ces solutions-là. Donc, de quoi on a besoin pour avoir un réseau qui fonctionne? On a besoin de le refinancer. Là. Ça, je pense que c'est quand même incontournable. On a besoin d'investir, de réinvestir parce qu'il y a eu beaucoup de périodes d'austérité, de sous-financement chronique, mais on a peut-être même surtout besoin de faire une réallocation des ressources. Ce n'est pas seulement qu'on manque d'argent, c'est peut-être même pas principalement qu'on manque d'argent dans le réseau. Un des problèmes importants, c'est que les ressources financières qu'on y met sont mal réparties. Elles sont toutes concentrées essentiellement sur les médecins, les hôpitaux et les médicaments. Et ça, c'est des postes de dépenses qui sont effectivement importants. On a besoin de toute évidence des médecins, des hôpitaux et des médicaments, mais on n'a vraiment pas seulement besoin de ces institutions ou de ces personnes-là, de ces professionnels-là. On a besoin de l'ensemble de l'équipe multidisciplinaire et on a besoin de services de prévention et on a besoin de services de première ligne et tout ça est fortement sous-financé et négligé depuis plusieurs décennies là, dans le réseau. On a besoin d'une décentralisation de la gestion des services. Ça, le gouvernement en parle beaucoup. Il en parle dans son projet de refondation, mais ce que le gouvernement propose essentiellement, c'est une espèce de décentralisation technocratique, c'est-à-dire qu'on va mettre des gestionnaires locaux dans les installations locales, ce qui est probablement une amélioration par rapport à ce qu'on a en ce moment, d'avoir des gens qui peuvent prendre des décisions au niveau local, mais ce dont on aurait surtout besoin, c'est d'une décentralisation démocratique de la gestion des services. Donc, on aurait besoin que nos CLSC, nos CHSLD, nos hôpitaux soient gérés avec la participation des communautés locales, donc avec des citoyennes et des citoyens, avec les travailleuses et les travailleurs aussi dans ces installations-là. On a besoin de renverser la gestion technocratique, centralisée, du haut vers le bas. On a besoin de renverser ça pour être plus efficace et avoir de meilleurs services, des services plus humains. On a besoin aussi de déprivatiser ou de nationaliser les services qui sont actuellement fortement privés. Nathalie mentionnait tantôt là, les GMF. Ce qu'on ne dit pas beaucoup, c'est qu'au Québec, la première ligne médicale est essentiellement dans le secteur privé. Et puis, ce qu'on ne dit pas non plus, c'est que ça ne fonctionne pas très bien.
C'est pas pour rien si ça avec quoi on a le plus de difficultés en ce moment, c'est l'accès aux médecins de famille. Ces médecins de famille-là pratiquent essentiellement dans leur propre clinique privée qui sont gérées par eux-mêmes. Ça pose toutes sortes de problèmes. Donc, le gouvernement va aller vers plus de privatisation, mais moi, ce que je pense, c'est qu'on devrait plutôt faire l'inverse et réintégrer les services qui sont actuellement dans le secteur privé, dans le secteur public, ou du moins les mettre entre les mains des communautés à travers des organismes à but non lucratif. Donc, on a besoin aussi, comme je le disais, d'un recentrement des services sur la première ligne, sur les équipes multidisciplinaires. Donc, la prise en charge des problèmes courants ne devrait pas être faite à l'urgence des hôpitaux par des médecins. Ça devrait être fait dans des CLSC, dans des établissements de proximité, par des équipes multidisciplinaires complètes, parce que très souvent, les problèmes de santé ou les problèmes sociaux auxquels les gens sont confrontés, ce n'est pas le médecin qui est la meilleure personne pour répondre à ces besoins-là. Ça peut arriver que ce soit le médecin, mais très souvent, c'est plutôt du travailleur social ou de l'infirmière ou de l'ergothérapeute ou de la physiothérapeute dont on a besoin. Puis là, c'est un problème qu'on doit nécessairement toujours passer par le médecin pour peut-être avoir éventuellement accès à ces autres professionnels-là qui sont complètement sous-financés. Et finalement, on a besoin de faire un virage vers la prévention. Donc, quand j'ai dit tantôt que les ressources étaient allouées principalement aux hôpitaux, aux médecins et aux médicaments, ça, c'est tous des éléments qui sont plutôt de l'ordre du curatif, donc qui visent à soigner une fois qu'on est tombé malade, mais on néglige beaucoup et on met très peu de ressources dans la prévention. Donc, agir sur les causes de la maladie pour empêcher les gens de tomber malades. Et ça, la meilleure manière de le faire, c'est d'agir même sur les déterminants sociaux de la santé. Donc, avoir une approche globale, une approche sociale de la santé qui reconnaît le fait très bien connu que, en fait, ce sont les conditions de vie, les conditions de travail qui sont les plus déterminantes dans l'état de santé des populations. Donc, est-ce que j'ai un logement insalubre? Est-ce que j'ai accès à une alimentation saine dans mon quartier? Est-ce que j'ai un travail dangereux? Est-ce que je suis suffisamment payée? Est-ce que je vis dans une société avec des grandes inégalités sociales? Ça, ce sont des facteurs qui vont avoir un impact majeur sur notre état de santé et c'est là-dessus qu'on devrait agir prioritairement. Là, je vais passer très rapidement sur ça, juste pour dire qu'on pourra peut-être y revenir dans la discussion là, si ça vous intéresse, juste pour dire que les éléments que j'ai présentés dans la diapositive précédente, ce n'est pas des choses complètement utopiques, irréalistes. Comme le disait Nathalie et Jennifer, ces solutions-là, elles sont parfaitement réalistes et en fait, elles ont déjà existé au Québec, notamment sous la forme du modèle des CLSC, qui a, à bien des égards, mis en œuvre l'ensemble des éléments que j'ai présentés dans la diapo précédente. Donc, c'est possible de le faire et on l'a déjà fait au Québec. Et en fait, nos dirigeants politiques se sont affairés à détruire ce modèle-là au cours des dernières décennies plutôt qu'à l'étendre et le renforcer. Donc, mais pourquoi? Là, c'est maintenant la question qu'il faut poser. Pourquoi on n'applique pas ces solutions-là? D'abord, je voudrais écarter une idée, un autre mythe peut-être, qui serait celui qu'on n'applique pas des solutions parce qu'on ne connaît pas les solutions. Mais ça, c'est faux. Ces solutions-là que je vous ai présentées, ce sont des choses qui sont très bien connues depuis très longtemps. Ça correspond aux revendications historiques des mouvements communautaires et du mouvement syndical au Québec. Ça correspond aussi en tout ou en partie aux recommandations des multiples commissions d'enquête, commissions d'études qui ont été créées au Québec, qui ont déposé des rapports. Ça correspond aux recommandations des expertes et des experts en santé publique. Ça correspond aussi en bonne partie aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, le problème, ce n'est pas un manque de connaissances. On les connaît, les solutions. Pourquoi on ne les applique pas? Il y a deux grands types d'obstacles. Il y a d'abord des obstacles politiques, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs socio-économiques puissants dans notre société qui sont opposés à ces solutions-là et qui sont en mesure de les empêcher d'advenir et de faire des pressions très fortes sur nos gouvernements pour pas qu'on mette en œuvre ces solutions-là et même pour qu'on ait
en sens inverse très souvent. Le deuxième facteur est un facteur plus structurel, plus global, que je résumerais par l'expression, par le titre de mon livre qui était « Le capitalisme, c'est mauvais pour la santé ». On va y revenir dans quelques instants. Donc, c'est qui ces acteurs-là puissants qui sont opposés aux solutions que j'ai présentées? Bien, il y a d'abord les médecins. Puis là, je parle des médecins en tant que groupe corporatistes, disons. C'est évident qu'il y a des médecins individuellement qui sont parfaitement d'accord avec les solutions que j'ai présentées. Il y a même des regroupements de médecins qui défendent ces solutions-là. On peut penser, par exemple, aux médecins québécois pour un régime public. Il y a aussi un nouveau regroupement de médecins pour la décentralisation dans le réseau qui reprend certaines de ces solutions-là. Mais si on pense aux représentants officiels de la profession médicale, c'est-à-dire aux fédérations médicales, ces représentants-là s'opposent en général aux solutions qui sont amenées dans les diapos précédentes pour plusieurs raisons et qu'on pourrait résumer par le fait que la configuration actuelle du système de santé est très profitable aux médecins en ce moment. Les médecins profitent très bien du fait que, par exemple, l'essentiel des ressources soit concentré dans les hôpitaux et sur les salaires des médecins. Donc, c'est une configuration en ce moment dans le réseau qui donne beaucoup de revenus élevés aux médecins, bien sûr, mais pas seulement. C'est aussi une configuration qui donne beaucoup de pouvoir aux médecins parce que tout doit passer par les médecins pour l'accès aux services, qui donne un statut particulier aux médecins. Les médecins, contrairement à tous les autres professionnels, travailleuses du réseau, ne sont pas des employés du réseau de la santé et des services sociaux. Ce sont des petits entrepreneurs, des travailleurs autonomes qui vendent à la pièce leurs services au réseau public. Ça pose toutes sortes de problèmes très importants pour l'organisation des services, sur le plan financier, mais sur le plan de l'organisation des services aussi. Donc, les médecins ont beaucoup de privilèges et évidemment, ils ne veulent pas perdre tout ça. Ils ont tendance à s'opposer au genre de solutions que j'ai présentées et ils ont aussi la capacité de s'opposer à ces solutions-là, justement à cause des pouvoirs dont ils profitent. Et deuxièmement, la deuxième catégorie d'acteurs, ce sont les élites économiques que j'appelle par ailleurs les capitalistes, qui sont essentiellement les propriétaires de grandes entreprises, le patronat, qui sont représentés par exemple, la Fédération des chambres de commerce, le Conseil du patronat, etc. Les intérêts de ces groupes-là, ce sont des groupes qui sont très, très puissants dans notre société et leur intérêt fondamental, en fait, c'est de pouvoir exploiter la nature, les ressources et les travailleuses et les travailleurs sans contraintes. Hein, toutes les réglementations qui mettent des contraintes pour les activités des entreprises vont trouver beaucoup d'opposition du côté des gens d'affaires, évidemment. Mais ce sont là toutes des choses qui sont très souvent mauvaises pour la santé. On va y revenir. Mais par ailleurs, c'est un peu contradictoire, mais ces gens-là ont aussi besoin d'avoir des travailleuses et des travailleurs qui sont en santé, mais ils ne sont pas prêts à payer pour ça. Ils vont préférer que les travailleurs et les travailleuses aient à dépenser dans le secteur privé pour se procurer des services. Les élites économiques, elles, n'ont pas besoin d'avoir un réseau public qui leur fournit un accès universel et gratuit à des services parce qu'ils ont la plupart du temps les moyens de s'acheter des services dans le secteur privé. Donc, payer pour les autres, ça ne va pas nécessairement les intéresser, mais encore pire, si on a des bons services publics de santé, bien, ça enlève des possibilités pour développer un marché privé avec lequel les entrepreneurs de la santé vont pouvoir faire des affaires intéressantes, dégager des profits. Donc, on ne veut pas avoir un système de santé public très efficace qui répond aux besoins de la population parce que ça va concurrencer le secteur privé. Par exemple, si on avait des très, très bons services à domicile public gratuits, ben, il y aurait probablement beaucoup moins de gens qui se paieraient des services, qui se paieraient des logements dans des résidences privées pour aînés. Ça ferait une concurrence au secteur privé. Donc, ces gens-là n'ont pas intérêt au développement d'un réseau public qui est accessible et qui répond vraiment aux besoins de la population.
J'arrive finalement au facteur plus structurel qui est que le capitalisme, c'est mauvais pour la santé. D'abord, c'est mauvais pour la santé parce que c'est un système socio-économique qui nous rend malades. Hein? C'est un système socio-économique qui génère des conditions de vie et des conditions de travail. Je parlais tantôt des déterminants sociaux de la santé, là, mais à tous les points de vue, le capitalisme, son impact sur les déterminants sociaux de la santé est très souvent néfaste. Ça génère des inégalités sociales, de la pauvreté, de la malbouffe, ça détruit l'environnement, donc ça génère toutes sortes de problèmes de santé. Mais aussi, un autre problème important avec le capitalisme, c'est que ça donne aux capitalistes un très grand pouvoir. Ça donne à ces gens-là, aux gens d'affaires, la capacité d'imposer leurs intérêts au reste de la société parce que ce sont eux qui ont le contrôle des grands leviers de l'économie. Et ça c'est eux qui prennent les décisions économiques. Hein? Les gens d'affaires, ce n'est pas le gouvernement qui prend la plupart de ces décisions-là. Qu'est-ce qu'on produit, où on investit, est-ce qu'on retire nos entreprises, est-ce qu'on les place ailleurs, est-ce qu'on met une usine à tel endroit? C'est des décisions qui sont prises de manière privée par des entrepreneurs. Et ça leur donne un très grand pouvoir économique et surtout, ça leur donne un très grand pouvoir d'influence politique et idéologique, beaucoup plus grand que n'importe quel autre groupe de la société. Donc, la conclusion de ça, c'est que les problèmes auxquels sont confrontés le système de santé en ce moment, ce ne sont pas des problèmes d'ordre technique. Hein? Nathalie et Jennifer ont beaucoup parlé des supposées impossibilités techniques d'avoir plus de main-d'œuvre ou d'avoir des meilleures conditions de travail. Ce n'est pas des problèmes d'ordre technique. Tout ça, c'est des problèmes essentiellement politiques. Et les solutions à ces problèmes-là, ça ne passe pas par faire des nouvelles études, faire une nouvelle commission d'enquête, déposer un nouveau rapport. Ça passe avant tout par la construction d'un rapport de force, par le développement d'un rapport de force qui doit non seulement se faire dans le système de santé, évidemment, mais qui doit aussi dépasser largement le système de santé, qui doit engager l'ensemble des actrices et des acteurs qui ont intérêt à ces changements-là, parce que, comme le disait Nathalie avant qu'on soit en ligne, ce n'est pas les gouvernements qui vont prendre ces décisions-là. Les gouvernements subissent la pression des acteurs puissants dont je parlais tantôt. La seule manière d'arriver à nos fins, c'est d'imposer une pression plus grande et pour ça, il faut construire un rapport de force qui va nous permettre de le faire. Merci beaucoup à toutes les trois de cette présentation. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez une propension à déboulonner des mythes. C'est probablement la ligne conductrice de vos trois présentations, finalement, qui remettent beaucoup en question les affirmations qui sont faites pour justifier que notre système de santé va mal. Et que les solutions sont en tout cas rares ou difficiles ou voire impossibles ou juste une reconfiguration dans la même direction. Je vais maintenant inviter les personnes qui auraient des questions à vous poser à le faire. On est une trentaine de personnes. Je crois qu'on peut se permettre de poser des questions de vive voix, mais je vous demande de lever la main, s'il vous plaît, et aussi, bien sûr, d'ouvrir votre caméra dans la mesure du possible. Et bien entendu, je vous invite à poser des questions, pas à nous raconter vos vies, pas que vos vies ne sont pas intéressantes, c'est juste qu'on n'a pas assez de temps pour toutes les entendre et que j'aimerais mieux entendre parler de vos vies quand on ira prendre un verre ensemble. Alors, si vous avez des questions, j'ai une question dans la conversation qui demande, donc de la part de Camélia, qui demande est-ce qu'on doit passer au socialisme pour avoir un bon système de santé? Toutes les études scientifiques montrent que la plupart des pays développés, dit ici capitalistes, ont d'excellents systèmes de santé. Il n'y a aucune corrélation entre les deux. Donc, je m'imagine, Anne, que c'est à toi que s'adresse la question. J'irai dans ce sens-là. Oui, en fait, ce que je reformulerais un peu la question, parce que ce qui est important, ce n'est pas de savoir si on a un bon système de santé ou pas, c'est fondamentalement de savoir si on a une population en santé ou pas.
Puis ce qu'on sait, c'est qu'il y a une très, très forte corrélation entre le niveau d'inégalité sociale dans une société et le niveau de santé de la population en général dans cette société-là aussi. Puis ce qui est très bien démontré, c'est que dans les pays où les inégalités sociales sont très fortes, l'état de santé de la population va être généralement beaucoup moins bon, même si les pays les plus riches sont plus inégalitaires, vont avoir des moins bons indicateurs de santé que les pays plus égalitaires, mais moins riches. L'exemple typique de ça, c'est quand on compare les États-Unis, qui sont le pays le plus riche au monde et qui est aussi le pays un des plus inégalitaires au monde. Si on compare l'état de santé de sa population à l'état de santé de la population de Cuba, qui est une société très pauvre, mais qui est une société beaucoup moins inégalitaire, bien, en général, les indicateurs de santé vont être meilleurs à Cuba qu'aux États-Unis, malgré le fait que les gens à Cuba sont en moyenne beaucoup moins riches qu'aux États-Unis. Donc, il n'y a pas non plus de corrélation directe entre le niveau de richesse d'une société et l'état de santé de sa population. Il y a une corrélation plus forte avec les inégalités sociales. Et le capitalisme, ce que c'est essentiellement, bien, c'est un système social générateur d'inégalités très, très importante. Puis les États-Unis, encore une fois, c'est un bon archétype de ça. Donc, j'irais dans ce sens-là pour répondre à la question. Merci beaucoup, Anne. J'ai sauté une question qui était dans la conversation, qui était avant la question à laquelle c'est ma faute, j'ai roulé trop vite. Donc, une question de William Kaiser, qui vous remercie pour le panel. Présentement aux États-Unis, dans le domaine du nursing, le cas de Radon-Davo est en train de changer la responsabilité des infirmières et la judiciarisation des erreurs médicales. Pensez-vous que cela aura des répercussions au Québec et si oui, comment? Je ne sais pas. Nathalie, tu as eu l'air de quelqu'un qui était prête à répondre. Vas-y. Ben, c'est Jen aussi. Je ne sais pas si tu as entendu parler de l'histoire, mais c'est assez médiatisé. Je tiens à mentionner d'abord que Radon-Davo, ce n'est pas la seule infirmière qui se fait judiciariser en ce moment pour une erreur médicale. Il y a beaucoup de cas en ce moment. Radon-Davo est une infirmière blanche et il y a la judiciarisation des infirmières racisées, particulièrement les infirmières noires aux États-Unis, arrive à tous les jours. Comme en ce moment, il y a une infirmière qui travaillait dans un milieu correctionnel qui est en cours, là, qui fait face à des accusations criminelles pour négligence, alors qu'elle était avec 4 officiers correctionnels. Quand un patient a codé, là, son cœur a cessé de battre, elle est la seule qui a fait du RCR et c'est pourtant la seule qui se fait traîner en cours pour ça. Et elle, c'est une infirmière noire. Donc, je pense que c'est juste important à mentionner. Je ne pense pas que ça va avoir un impact aussi grand au Québec. Aux États-Unis, ils ont des lois très spécifiques là, par rapport à qui peut traîner qui en cours. Aux États-Unis, là, tu as le droit de t'enrichir avec un procès. Tandis qu'au Québec et au Canada, tu n'as pas le droit. Si quelqu'un te frappe, tu ne peux pas demander donne-moi 50 millions de dollars parce que je me suis enfargé, puis je me suis cassé le nez sur ton terrain. Il y a des limites à la quantité d'argent pour laquelle tu peux te faire compenser. Et ça limite, là, puis l'idée de ça, c'est de limiter, de ne pas encourager des fausses accusations ou des choses comme ça, tandis qu'aux États-Unis, c'est un peu un free-for-all, là, je veux dire, Fait qu'aux États-Unis, ça a évidemment soulevé un tollé, avec raison. Quand on pense... je veux dire, au Québec, on a des enjeux professionnels, des enjeux... Les actions disciplinaires des collèges professionnels sont considérées comme des actions légales. Fait que disons, si moi, demain, je fais une erreur avec un patient, puis un patient fait une plainte à mon ordre professionnel, ce premier niveau là, de disciplinaire, c'est considéré là, une étape formelle du système légal au Québec. Fait que, ceci étant dit, la criminalisation, je pense que c'est jamais une bonne idée là, pour une erreur médicale. Je veux dire, l'erreur de Redonda a été assez épouvantable, mais même là, de la prison pour une erreur médicale, ce que ça fait, c'est que ça va
largement décourager les gens de rapporter les erreurs. Et c'est ça le problème. Parce que dans le réseau de la santé, les médecins, les infirmières, les ergots, tout le monde, ça nous arrive de faire des erreurs des fois. Puis c'est fondamental de rapporter ces erreurs-là pour qu'on puisse d'abord s'assurer qu'on identifie des problèmes de santé qui résultent de ces erreurs-là et aussi avoir des données pour nous permettre de rendre le système de santé plus sécuritaire. Fait que n'importe quoi qui limite la capacité des soignants à rapporter les erreurs, c'est sûr que ça va avoir des impacts négatifs à long terme. Fait que c'est sûr que c'est pas du tout une situation idéale là, aux États-Unis pour le nursing en ce moment. Ça va pas très bien. J'aimerais ajouter juste Oui. une petite information. Il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, ce ne sont pas tous les hôpitaux qui ont des syndicats. Donc, les infirmières peuvent se faire poursuivre de tous bords, tous côtés, à n'importe quel moment. Il y a eu un débat aux États-Unis sur le fait qu'on voulait absolument retirer les syndicats. Puis, ça crée des problématiques par rapport aux conditions de travail des infirmières et des infirmiers aux États-Unis en ce moment. Et comme Nathalie l'a mentionné aussi, il y a une autre situation aussi avec une autre infirmière noire aussi aux États-Unis qui se fait poursuivre pour des raisons similaires. Et même si ce n'est pas très logique, mais il faut juste garder en tête qu'il y a beaucoup de discrimination par rapport à la race. Donc, c'est quelque chose qui est problématique aussi au système de santé américain. OK. Ben, merci de ces réponses. J'ai une autre question. J'en ai une grosse plus bas, mais il y a une question pour Anne qui, j'aimerais vous entendre parler de la nationalisation du système de santé. Oui, ça sonne toujours comme un gros mot, ça, la nationalisation. C'est un mot qu'on n'entend pas beaucoup dans les dernières décennies, je dirais. Mais en fait, la nationalisation des services de santé, c'est ce qu'on a fait au Québec en 1971, quand on a créé notre réseau public de santé et de services sociaux. On a essentiellement nationalisé les hôpitaux qui existaient. Puis, on a aussi créé des nouveaux services de santé, notamment les CLSC, qui étaient appelés au départ à remplacer les cliniques médicales privées. Donc, on invitait les médecins à transformer leur clinique médicale, à intégrer le réseau public de cette manière-là. Les médecins n'ont jamais accepté de le faire. On ne les a pas forcés à le faire, donc ils ne l'ont pas fait. Mais tout ça pour dire que la nationalisation, c'est quelque chose qui s'est déjà fait ici. Puis quand on parle de nationalisation des services publics, bien, ça dépend de quel service on parle. Hein. Si on parle de services comme, par exemple, justement, les cliniques médicales privées, il faut savoir que, comme l'a dit Nathalie tantôt, ces cliniques-là, les GMF et les cliniques privées de médecins, sont en bonne partie, bien, sont en fait entièrement financées par des fonds publics déjà. Donc, nationaliser ces services-là, c'est comme s'ils nous appartiennent déjà en quelque sorte. L'argent qui a été mis là-dedans, c'est nous qui l'avons mis dans ces réseaux-là. Et c'est un peu l'argument qui avait été amené aussi en 1971 quand on a nationalisé les hôpitaux. On a dit, bien, ces hôpitaux-là, ça fait des années qu'ils bénéficient des fonds publics. On va simplement les intégrer dans le réseau public. Puis, on l'a fait en changeant les règles sur la gestion des établissements. Fait que pour les GMF, pour les cliniques privées, ça pourrait vouloir dire, bien, si vous voulez continuer de bénéficier des fonds publics, vous allez devoir vous transformer, par exemple, en organisation à but non lucratif et vous allez devoir être géré par des conseils d'administration sur lesquels vont être représentés les travailleurs, les travailleuses de la clinique et des citoyennes et des citoyens de votre quartier. Et de cette manière-là, on ramène ces établissements-là dans les services publics, dans le secteur public. Mais d'autres manières de procéder, ça peut être aussi de faire tarir la demande dans le secteur privé. Donc, par exemple, si on parle des services à domicile ou d'hébergement, bien, on peut dire on va ouvrir des postes, on va rendre attirant le réseau public en ouvrant des postes dans le réseau public. On va attirer les personnes qui travaillent en ce moment dans le privé, on va les attirer dans le réseau public. Puis ce secteur privé-là existe essentiellement grâce aux employés qui y travaillent. Si on parvient à intégrer ces personnes-là dans le réseau public,
ce qui demanderait évidemment des investissements supplémentaires, bien, ça nationalise en quelque sorte ces services-là, qui sont aussi très souvent financés par des fonds publics. Donc, mais ça dépend des différents secteurs. Il y a beaucoup de services qui sont déjà publics, mais il y a beaucoup de secteurs où le privé a une place importante. Merci, merci Anne. Il y a plusieurs conversations qui se déroulent là, dans la discussion, alors je ne vais pas toutes les commenter surtout que Nathalie se charge de faire quelques réponses aussi, mais j'aimerais, parce que on a une question sur le changement des rapports de force et sur le lien entre le changement potentiel de ces rapports de force. Donc, comment on change les rapports de force? Le genre de petites questions. Mais aussi si le changement de la rémunération des médecins aurait des impacts là-dessus. Je ne sais pas si Nathalie, tu avais-tu quelque chose à avancer là-dessus? J'ai vu que tu allais... J'essaie de suivre la discussion dans le chat là, parce que c'est toujours super intéressant. Là. Je voulais juste mentionner une chose rapidement par rapport à la rémunération des médecins. Puis c'est vraiment un plaisir d'entendre parler. Là. Je t'avais lu souvent avant, mais là, te voir en live, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Je pense que c'est important de mentionner, moi comme infirmière, comme beaucoup d'autres professionnels de santé du monde qui ne sont pas médecins, quand on travaille dans le réseau, on voit à quel point le réseau est fait pour les médecins, pas pour nous autres. Donc, tout est construit pour leur faciliter la tâche, la vie, etc. Et pourtant, ce n'est même pas des employés du réseau. Donc, je voulais juste donner l'exemple de cette supposée refondation là, révolutionnaire que Christian Dubé a proposée, particulièrement en ce qui a trait aux soins à domicile. C'est tellement absurde. Ils veulent rentrer les médecins spécialistes à domicile. Puis, en soi, ce n'est pas nécessairement mauvais. Mais au Québec, on a trop de médecins spécialistes puis pas assez de monde en première année. Donc, si tu regardes cette année, là, les places à combler qui manquent en médecine familiale, je pense qu'il y en avait une couple de dizaines, tandis qu'ils n'ont presque pas manqué de place. Là, ils n'ont pas eu de place vide chez les spécialités. Donc, la façon dont la rémunération médicale est organisée à travers les fédérations, ça aussi, là, c'est complètement barjot que le gouvernement donne des enveloppes de cash aux syndicats des médecins et c'est eux qui le distribuent à leurs médecins. Je veux dire, la manière que c'est organisé, c'est vraiment quelque chose qui fait qu'on va mettre de l'accent sur les groupes médicaux, particulièrement les médecins spécialistes qui ont le plus de pouvoir, parce que c'est eux autres qui ont le plus de pouvoir à l'intérieur même de leur fédération. Donc, c'est pour ça qu'on a des ophtalmos qui font 300 opérations de cataracte par jour. Le coût de l'acte d'une opération pour une cataracte n'a pas évolué depuis 30 ans. Donc, dans le temps, alors qu'on n'avait pas les machines, on pouvait en faire 2-3 par jour. On a gardé le même coût à indexer à l'inflation, tout ça, d'il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, ils sont capables d'en faire 300 par jour. C'est comme ça qu'on se ramasse avec plein d'ophtalmos qui font des millions des fois par année, alors que ce n'est pas du tout représentatif des besoins populationnels. On aurait plus besoin de médecins de famille, de psychiatres, de choses comme ça. Mais la manière que c'est organisé à travers les fédérations médicales, ça vise vraiment à favoriser comme Anne l'a mentionné, les capitalistes, donc les entrepreneurs qui ont plus de pouvoir à l'intérieur de ces fédérations-là et qui sont des groupes de lobby extrêmement puissants auprès du gouvernement du Québec. Ce qui est important à mentionner aussi, c'est que la grande majorité des acteurs sur le terrain, incluant les médecins, on est tous d'accord sur c'est quoi les solutions qu'on a besoin pour le réseau. Donc, diminuer l'incursion du privé, augmenter la démocratisation, la décentralisation, au lieu d'exclure systématiquement les acteurs du terrain dans les décisions, les inclure systématiquement des choses comme ça. Mais au Québec, depuis 30 ans, ce qu'on voit réforme après réforme dans le réseau de la santé, c'est que les fédérations médicales, particulièrement la Fédération des médecins spécialistes, a une espèce de veto informel sur toute nouvelle mesure qui est développée en santé. Donc, même si tout le monde sur le terrain est d'accord, si la FMSQ ou la FMOQ ne sont pas d'accord, bien là, tout d'un coup, ça ne passe pas. Et c'est là qu'on voit l'impact des lobbies. Ce n'est pas juste eux, les lobbies. Il y a plein d'autres lobbies, les lobbies pétroliers, les lobbies pharmaceutiques, etc., qui viennent vraiment influencer profondément les décisions en santé. Puis c'est important c'est pour ça que c'est important la démocratisation du terrain, parce qu'en démocratisant les décisions sur le terrain, bien, on retire un petit peu de ce pouvoir-là au lobby pour le remettre
aux acteurs du terrain qui peuvent commencer à prendre des décisions par eux-mêmes basées sur notre jugement professionnel, notre jugement clinique et qui répondent aux besoins de la population plutôt qu'aux besoins des actionnaires, etc. Donc, ouais, excusez. Voilà. J'ai Camélia qui a levé la main, mais aussi ensuite fait des commentaires dans la conversation. Est-ce qu'il reste une question, Camélia? Oui, bonjour, excusez-moi. Alors, ça colle très bien avec ce que vient de dire Nathalie. Je vais prendre juste une minute. C'est une question qui me bouleverse depuis des années parce que j'ai fait aussi beaucoup de recherches sur le système de santé, mais du point de vue de la gouvernance, comme je suis à l'école de sciences de la gestion. Alors, ce qui me bouleverse le plus, c'est que dans tous les pays de l'Union européenne, où j'ai vécu d'ailleurs, et je sais comme cliente, mais je sais de mes recherches aussi, c'est que les médecins sont vraiment dans le système public, ils comprennent que c'est nous, les individus, par nos impôts, qui les soutiennent. Parce que le gouvernement, il ne fabrique pas de l'argent. Le gouvernement, c'est les impôts des entreprises, les impôts des individus, les taxes de l'alcool, cigarettes et quelques d'autres petites sources. Alors, on comprend que c'est le citoyen qui paye. C'est ça le système public. Et la responsabilité des médecins est envers le gouvernement, mais envers le citoyen qui finance. Alors, donc, tous les médecins spécialistes sont vraiment fixés sur ils ne peuvent pas se promener dans tous les hôpitaux. Donc, ils sont vraiment alliés à un hôpital. Chaque clinique, que ce soit chirurgie, qu'est-ce que je sais, a un directeur de clinique. Ce directeur de clinique commence sa visite, lit après. Je suis désolée d'interrompre, Camélia, mais j'aimerais ça peut-être arriver un petit peu plus rapidement à la question. Bon, non, comme je disais, j'ai dit si vous me permettez de faire un commentaire sur la comparaison parce qu'on est à la recherche des solutions. Alors, pourquoi on ne regarde jamais qu'est-ce que les autres font et que ça marche? Tout ce que Nathalie vient de dire, j'ai dit, je suis tout à fait d'accord, c'est ici le point faible, le grand pouvoir des médecins. Mais si on regarde les autres modèles européens, l'Inde, le Brésil, pas nécessairement l'Europe, si on regarde la médecine, comment on fait, c'est qu'une équipe de médecins est responsable et redevable. Ça commence à 6 heures du matin, on voit tous les patients et ce n'est pas comme au privé parce que nous avons un système public qui fonctionne comme un mauvais système privé. C'est ça la réalité. Le médecin, vous venez de dire, il vend ses services. Il vend ses services au public qui nous le finançons et que nous ne recevons pas les services qui le font. Ce sont juste les assistants, ce sont juste les infirmières qui sont vraiment dans le système comme employés, mais pas les médecins. Et à cause de ça, on a cette situation désastreuse parce qu'il n'y a pas d'imputabilité. Et dans le rapport récent que nous avons eu à lire grâce à Joanne, qu'ils nous ont envoyé, c'est qu'on parle beaucoup d'imputabilité et d'indicateurs de performance, mais ça ne va rien se faire comme ça parce que les médecins sont encore comme des personnes privées dans le système et il n'y a pas d'imputabilité du tout. Ben, merci de ce commentaire. Anne, tu as levé la main, alors vas-y. Oui, ben en fait, j'ai levé la main parce que je trouve ça très intéressant ce que vous avez dit. Ça m'a fait penser au fait que, ben en fait, je trouve ça très intéressant, évidemment, d'aller voir les modèles ailleurs pour s'inspirer, trouver des solutions. Mais il y a aussi des modèles ici. On n'a pas besoin d'aller très, très loin pour en trouver des modèles intéressants. J'ai mentionné le modèle des CLSC tantôt. C'est un modèle qu'on a eu au Québec et qu'on a encore dans une certaine mesure, qui, si on lui donnait tout le potentiel qu'il devait avoir, réglerait une bonne partie des problèmes qu'on a en ce moment. Puis ce que ça me fait, ça me rappelle le fait que les médecins, une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas voulu du modèle des CLSC, qui ont boycotté ce modèle-là, puis qui ont refusé de s'intégrer dans les CLSC, c'était justement le fait que les CLSC allaient être gérés de manière démocratique
par les citoyennes et les citoyens. Et les médecins, ça, c'est quelque chose qui les rebutait beaucoup. L'idée que leurs propres patients et patientes puissent avoir leur mot à dire sur leur pratique. Que le CLSC soit géré par un conseil d'administration élu dans lequel les médecins pratiqueraient. Donc, ça m'a fait penser à ça, là, votre commentaire sur le fait que les médecins n'ont pas d'imputabilité. Si on démocratisait le système, ça irait dans le bon sens, à mon avis. Jennifer? Je crois aussi que c'est un problème avec les modèles aussi qui sont présentés à l'école. Donc, je sais qu'il y a un petit revirement. On essaie d'inclure un peu plus tout le monde et de démontrer aux médecins que le patient a le droit à sa position et à sa décision. C'est sa santé qu'on le veuille ou pas. Et je crois que ça aide à ce niveau aussi. Et j'aimerais rajouter aussi qu'il y a aussi la problématique du refus d'augmenter, encore une fois, le champ d'expertise des infirmières alors qu'elles en ont. Puis il n'y a pas juste les infirmières, on peut parler des pharmaciens aussi qui se battent depuis des années à essayer d'avoir plus de pouvoir, étant donné qu'ils sont les mieux placés par rapport à la médication. Et pourtant, on ne leur donne toujours pas le plein champ d'expertise auquel ils ont droit. Même chose pour les infirmières. C'est des choses qui pourraient régler beaucoup de problématiques, particulièrement si on se retrouve avec un surplus de spécialistes. Bien, je sais que de toute façon, c'est très attirant au niveau monétaire. Donc, c'est rare que les gens vont justement se diriger vers la première ligne et en ayant justement des personnes justement connexes en santé qui peuvent justement prendre cette charge-ci, ce serait important de pouvoir l'appliquer. Nathalie? Juste rapidement, parce que Jennifer a mentionné quelque chose de vraiment important, c'est que, tu sais, sur les intérêts pécuniaires, si on veut, là, qui vont en augmentant, dépendamment de la spécialité. Je pense que c'est important aussi de remarquer, tu sais, la grande majorité des médecins de famille sont des femmes. La grande majorité des infirmières sont des femmes. Donc, la grande majorité du monde qui sont sur le terrain, qui ont un contact jour après jour avec des patients, c'est des femmes. Fait que je voulais juste plugger demain soir au Café Atomique. Il y a une discussion organisée par la revue Ouvrage à 18h où Maude Simonet, qui est sociologue en Europe, est en ce moment ici, là, je pense qu'elle promouvoit un livre. Mais on va parler elle et moi, on va parler de pourquoi que beaucoup des enjeux du réseau sont des enjeux féministes et pourquoi on peut, en utilisant une lentille féministe, ça va nous aider beaucoup à expliquer pourquoi ces problèmes-là sont des problèmes depuis si longtemps. Parce que c'est des jobs de femmes, comme on dit. Donc, si ça vous tente, Café Atomique demain à 18h, c'est proche du métro Joliette. D'accord, c'est noté pour la plug. Et effectivement, je pense que la pandémie, si on en avait besoin, a révélé cet enjeu qui est extrêmement fort et on le voit, il y a une quantité astronomique d'études qui sortent pour le démontrer. C'est extrêmement genré, le rapport aux soins. En fait, les rôles sociaux sont encore assez différents. Mais je reviendrai, moi, le genre est une des forces importantes dans l'intersectionnalité des inégalités. Et Anne, tu as mentionné tantôt des liens étroits entre la santé des populations et les inégalités sociales entre les personnes. Et on a aussi suffisamment d'études qui montrent que ce qui contribue à la santé des personnes, le système qu'on appelle ici le système de santé et que certains appellent le système de soins avec raison, sa contribution est au mieux de 30% pour l'état de santé des personnes. Et ce qui contribue par ailleurs, et là, les différentes manières de le nommer, ce sont les déterminants sociaux de la santé, les comportements des populations, mais qui sont étroitement liés aux déterminants sociaux de la santé. Et quelques facteurs génétiques aussi, mais qui eux aussi n'ont pas non plus énormément de poids dans la balance. Est-ce que
En fait, ce que je vous demande, il y a l'organisation de ce que vous me permettrez d'appeler le système de soins dont on a parlé aujourd'hui. Et bon, on était les premières à vous inviter à parler des solutions de le système de santé. Je suis un peu en contradiction avec mes propres propos, là, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans l'organisation dont vous parlez maintenant qui pourrait aussi aider justement à réduire la pression sur le système? Parce qu'on diminuerait les inégalités, parce qu'on ferait plus de prévention, parce que les personnes aussi seraient un petit peu plus autonomes par rapport à leur santé. Anne. Oui, ben en fait, ça m'oblige à parler de nouveau des CLSC, cette question-là, parce que l'action, en fait, une des choses les plus originales dans ce modèle-là, outre le fait que c'était géré démocratiquement et que c'était un réseau complet de cliniques publiques de première ligne, alors qu'habituellement, très souvent, la première ligne va justement être entre des mains privées. Une des grandes originalités de ce modèle-là, c'est qu'il y avait pour mandat, les CLSC, de développer des actions collectives sur les causes sociales de la maladie. Donc, ça faisait partie du mandat des CLSC. Donc, à partir du système de santé, à partir de la première ligne, on avait donné au CLSC comme mandat d'agir sur les déterminants sociaux de la santé et d'agir collectivement sur les déterminants sociaux de la santé. Et ça, concrètement, ça s'est incarné dans la création d'un nouveau type de professionnels qu'on appelle les organisatrices et les organisateurs communautaires. Et leur travail à ces personnes-là, c'était, et il y en existe encore, qui sont beaucoup à l'œuvre dans les organismes communautaires, justement, là, mais qui étaient aussi très présents dans les CLSC dans leurs premières années. Donc, leur mandat aux organisatrices et aux organisateurs communautaires, c'était, par exemple, pour donner un exemple concret, on se rend compte dans tel village que l'usine de produits chimiques pollue le lac. Le lac est plein de mercure à cause de l'usine. Donc, les organisateurs et les organisatrices communautaires constatent que c'est un problème de santé publique et ça fait partie de leur travail de mobiliser la communauté pour faire des pressions pour que l'entreprise soit obligée de mettre en œuvre des moyens de cesser de polluer le lac. On a aussi eu des organisatrices et des organisateurs communautaires qui ont contribué, par exemple, au développement de logements sociaux dans certains quartiers parce qu'on constatait qu'il y avait beaucoup de logements insalubres. Puis une des réponses à ça, c'était le développement de logements sociaux. Donc, on avait là des professionnels dont le travail était justement d'agir, et pas juste d'agir, mais d'agir collectivement sur les déterminants sociaux de la santé. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très inspirant qui pourrait nous inspirer aussi dans la lutte contre la crise climatique d'ailleurs, parce qu'on n'a pas juste besoin d'un réseau qui va être capable d'encaisser tous les nouveaux besoins qui vont surgir à cause de la crise climatique. On a aussi besoin d'un réseau qui ferait partie des forces qui se mobilisent en ce moment pour essayer d'éviter, de prévenir les pires conséquences de cette crise-là en prévenant en essayant de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Là. Merci. Donc, on revient finalement. On a donc déjà eu un modèle au Québec, ou en tout cas, on était bien parti à un moment donné. Et il semble que ça a un petit peu dérapé. C'est un peu l'idée. Alors, on pourrait peut-être un peu revenir vers l'arrière. J'ai quelques minutes encore pour une dernière question. C'est sûr, je constate qu'il y a des gens qui sont partis parce que beaucoup de personnes viennent sur l'heure du dîner, puis ils doivent quitter souvent un petit peu plus tôt. Mais on pourrait prendre encore une question. Et sinon, il y a énormément de commentaires et je suis pas certaine de « Ah oui, j'en avais une question. » Et oui, la personne qui l'a posée est toujours là. Les élections provinciales ont lieu en octobre. La CAQ et le PCQ, sont en tête avec les intentions de vote. Pensez-vous qu'il est gagnant pour l'un et l'autre de parler d'enjeux de santé, considérant la répartition des circonscriptions provinciales, l'électorat de l'un et de l'autre et le niveau de littératie en santé faible au sein de la population québécoise? Est-ce qu'il serait mieux, finalement, d'utiliser les professionnels de santé comme des boucs émissaires?
Vas-y, moi, je ne sais pas trop. Il n'y a pas beaucoup de temps là-dessus. Encore une fois, moi, je vais insister sur le fait que les changements dans le réseau de la santé, ça va prendre plus qu'une élection. Les élections, dans le fond, tu sais, je ne veux pas avoir de l'air cynique, mais les élections, ça ne change pas grand-chose dans notre vie. Ce qui change de quoi, c'est si on a de la mobilisation sur le terrain qui impose au gouvernement de faire des changements. Tu sais, l'assurance hospitalisation au Québec, tous les gros changements qu'il y a eu dans les années 60-70, c'était pas Castonguay qui s'est levé un matin et qui a dit « Ah, je me sens gentil, je vais créer le système, le système d'assurance maladie au Québec. » Il a joué un rôle important. Mais c'est les mobilisations sociales de la Révolution tranquille qui ont forcé le gouvernement à prendre des décisions là, pour transformer le réseau de la santé. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur le terrain nous-mêmes sans être obligé d'attendre à chaque 4 ans pour espérer qu'il y ait un changement électoral. Moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire qui va changer. Je veux dire, la CAQ est en mode électoral depuis un bout maintenant. Je veux dire, ils ont dépensé beaucoup d'argent dans du PR, etc. Je pense qu'on n'est pas à veille de voir un changement d'attitude pour eux autres. Moi, c'est sûr, j'aime toujours mieux les gouvernements minoritaires que majoritaires. Ça donne plus de poids là, aux acteurs de terrain pour mettre la pression sur les gouvernements et au moins pour les forcer à travailler un petit peu plus ensemble. Tandis que quand ils sont un gouvernement majoritaire, ils peuvent faire ce qu'ils veulent pendant 4 ans sans aucune imputabilité. Donc, on revient beaucoup sur ce mot-là, imputabilité. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Fait que, tu sais, moi, je ne vois pas vraiment l'élection comme un enjeu fondamental. C'est important, on est dans une démocratie, j'encourage tout le monde à aller voter et tout. Mais moi, je suis pas. Moi, j'embarque pas beaucoup dans les idées de vote stratégique, etc. Moi, je vote pour qui moi je veux. C'est sûr qu'encore, on n'a pas le vote représentatif. Ça, c'est quelque chose que la CAQ a promis. Disait ah, oui, on va changer, là, comme ça, votre vote va. Moi, j'habite dans le sud-ouest. Ma circonscription, c'est un bastion libéral. Fait que mon vote ne veut pas rien dire dans la démocratie au Québec. Là. Je veux dire, tandis que si on allait dans un système là, plus proportionnel ou mixte, au moins, nos votes seraient plus aurait plus de signification. Mais ça, c'est un autre enjeu politique. Puis encore une fois, ça va être vraiment important c'est important de s'impliquer dans le réseau de la santé, que ce soit à travers son CLSC, s'informer sur le conseil d'administration, des choses comme ça. S'impliquer dans nos syndicats, dans toutes nos organisations communautaires, parce que c'est à travers ces actions-là concrètes sur le terrain qu'il y a des soins vraiment qui sont donnés, qui sont faits, qui sont créés, et qu'on s'implique dans notre communauté, que ce soit notre communauté, notre quartier ou notre profession ou peu importe, qui permet d'amener des changements à long terme. Fait que la CAQ peut bien continuer à nous utiliser comme bouc émissaire. Je veux dire, ils ne sont pas les premiers, ils ne seront pas les derniers. Je veux dire, ça fait 20 ans qu'on se fait dire qu'il y a une pénurie d'infirmières, que c'est ci, c'est ça, que si seulement les infirmières voulaient travailler à temps plein, blabla, tout ça. On est habitués, ça fait des décennies que le discours est le même. Fait que l'important, c'est de nous être capable de reconnaître notre valeur, de reconnaître notre pouvoir comme citoyen, comme professionnel de santé, et que c'est possible de faire une différence. C'est une lutte à long terme qui ne dépend pas de quel gouvernement va être élu ou pas. Nous, on va être là encore, après les 2, 3, 4 prochaines élections. Donc, c'est des luttes comme la lutte pour la nationalisation du réseau de la santé au Québec dans les années 60-70. La Révolution tranquille a dépassé tous les gouvernements. Donc, il faut voir ça, ce genre d'action-là de façon concrète, mais aussi de façon à beaucoup plus long terme que juste d'une élection à l'autre. Il faut avoir des objectifs pour dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, peu importe qui les gouvernements qui vont être en place. Merci, Nathalie. On est arrivé un peu à l'heure dite pour la fin de notre webinaire. Je rappelle à tout le monde que le webinaire est enregistré et qu'à moins que nos collègues décident qu'elles ne souhaitent pas que ce soit diffusé, vous allez recevoir le lien pour la diffusion. Encore une fois, merci beaucoup. Je pense que, et je le dis souvent, mais les contributions qu'on fait en accueillant des gens comme vous sont modestes, mais sont aussi importantes parce que ça nourrit la conversation, ça montre qu'on est plusieurs à savoir qu'il y a des changements possibles. Je vous remercie d'avoir accepté de parler de solutions. C'est réconfortant.
et ça montre aussi qu'on sait comment faire, qu'on peut le faire. Il reste, bon, à le faire, là, c'est un petit peu plus de travail, mais la proposition de Nathalie est aussi de travailler à le faire autour de soi autant que possible. Alors, on a des commentaires dans la conversation encore. Je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. Et on va très bientôt. Kate, est-ce que tu as des petites annonces à nous faire ou je te prends au dépourvu? Juste peut-être pour faire le lien avec ce que Anne disait par rapport à la crise climatique, la crise environnementale, on a un panel qui s'en vient qui va nous parler de lois qui encadrent les différents toxiques dans notre société, lois fédérales et provinciales, et on va aussi parler des lacunes des juridictions qui peuvent l'une et l'autre s'endiguer. C'est ce qu'on va apprendre dans notre prochain panel qui est prévu le 5 mai. Prochain en ligne, c'est gratuit, avec des juristes et une représentante de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. Donc, c'est ma petite annonce, mais sinon, merci beaucoup, beaucoup aux panélistes. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir de vous entendre. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, c'était super chouette. Au plaisir de se recroiser dans un futur panel. Oui, merci tout le monde.